L'aérodynamisme, c'est-tu juste une affaire de pro? J'ai souvent entendu dire que l'aérodynamisme, c'est juste important pour ceux qui font de la course ou ceux qui roulent à des vitesses très élevées. Que ça fait juste une différence au-dessus de 35-40 km/h. On perdra pas trop de temps puis on va tout de suite commencer avec une comparaison. On va comparer deux cyclistes, les deux pesant 75 kg et ayant 8 kg d'équipement total. Ils ont les mêmes pneus et la même perte mécanique. Ils roulent sur un asphalte de qualité, les deux côte à côte à la même vitesse. Le premier roule avec une position assez redressée et un équipement pas très aérodynamique. Ce qui donne un CDA de, on va voir plus tard qu'est-ce que CDA veut dire, un CDA de 0,42. Le deuxième cycliste adopte une position beaucoup plus aérodynamique et un équipement un peu plus optimisé. Il est encore loin d'un CDA des coureurs professionnels, mais il y a une bonne amélioration avec un CDA de 0,3. Bon, si les deux ils roulent à 40 km/h, parce que c'est là que le dicton dit que l'aérodynamisme commence à faire un effet. Mais à quel point important? Ben, le cycliste 1 doit développer 420 watts, tandis que le cycliste 2, 316 watts. Une différence de 104 watts pour rouler à la même vitesse. Bon, on va descendre ça à 30 km/h. Il y a plusieurs personnes qui disent que cette vitesse-là, ça fait pas une grosse différence. C'est ça qu'on va voir. Ben, le cycliste 1 doit développer 196 watts. Et le cycliste 2, qui est plus aéro, lui, 152 watts. 44 watts de moins à 30 km/h. Et vous dites que l'aérodynamisme, c'est pas bien important à 30 km/h? Ok, d'abord, on va baisser ça à 20 km/h. Le cycliste 1 doit développer 73 watts. Et le cycliste plus aérodynamique, 60 watts. Même à 20 km/h, la différence est importante. En fait, sur le plat, la traînée aérodynamique devient la principale source de résistance au déplacement du cycliste à une vitesse en moyenne de 15 à 20 km/h, tout dépendant des individus et de l'équipement. Ironiquement, plus vous avez une position relevée, plus le point de bascule arrive à une vitesse basse. Premièrement, on va démystifier un peu la traînée aérodynamique. Bon, vous connaissez déjà sûrement la formule de la résistance aérodynamique, mais je vais la réafficher juste au cas où. Comme ça, on va pouvoir analyser chaque composante de façon indépendante. Le V, c'est la vitesse. Ce qui veut dire que si on veut doubler la vitesse, ben cette variable-là, elle va quadrupler. Le RHO, ben c'est la masse volumique de l'air. Ça, on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus, à part de choisir à quel moment de la journée qu'on va sortir dehors. Évidemment, plus la densité de l'air est élevée, plus la résistance aérodynamique va être élevée. Et surtout, les deux autres variables qui restent, le CD et le A, que là, on va analyser parce que ça, c'est les deux composantes qu'on peut avoir une influence dessus. Si on commence par la composante A, ben c'est l'air de surface qui fait face au vent. Plus on réduit l'air, plus on diminue la traînée aérodynamique. L'exemple le plus marquant serait bien sûr au niveau de la position du cycliste. Bon, on va mettre une chose en perspective. Quand on entend parler d'aérodynamisme, souvent la première chose qui vient en tête, c'est un cadre profilé ou des roues profilées. Mais c'est quoi la forme la moins aérodynamique et celle qui a le plus grand air de surface qui fait face au vent? Ben oui, c'est le corps du cycliste. C'est définitivement là que les gains potentiels sont les plus grands. Donc si on adopte une position plus compacte et plus inclinée, oui, on peut diminuer de façon drastique l'air de surface frontale. Mais au niveau de la position, c'est pas juste d'être bas qui compte. Des mouvements comme essayer de rapprocher les épaules et les bras vers l'intérieur, ça aussi, ça va faire une différence substantielle. Mais avant d'adhérer à la théorie du slam that stem et de mettre la potence le plus bas que vous pouvez en pensant que nécessairement ça va être plus aérodynamique, ben non, c'est pas aussi simple que ça. Premièrement, c'est pas parce que vous abaissez le guidon que nécessairement le torse et le haut du corps va baisser lui aussi. Si vous n'avez pas la flexibilité nécessaire, tout ce qui va arriver, c'est que vos bras vont s'extensionner vers le bas et vos épaules vont rouler vers le bas. Ce qui en fait va vous rendre moins aérodynamique. Ben oui, parce que des bras qui sont en extension vers le bas, ben c'est plus exposé au vent que des bras qui vont être détendus. En fait, pour le même angle du torse, plus les bras sont relevés dans les airs, plus l'air potentiel de surface frontale peut diminuer. Un bon exemple, ce serait d'avoir les mains dans les drops avec les bras complètement en extension. C'est moins aérodynamique que si on garde la même position du torse, mais qu'on met les mains dans les cocottes avec les avant-bras le plus parallèle au sol possible. Aussi, le concept d'être bas et compact, ça engendre effectivement des gains aérodynamiques qui sont très importants. Mais à une seule condition, que cette position-là, elle demeure soutenable. C'est quelque chose que j'observe de façon régulière dans des événements comme l'Ironman de Mont-Tremblant. Des gens qui travaillent sur une position aérodynamique théorique, mais qui sont pas capables de la maintenir pendant une longue durée. Donc, ils bougent et changent de position pour compenser et pour dénouer les inconforts.
Ben dans ce cas-là, une position moins aérodynamique, mais qu'on est capable de garder à plus long terme, ben c'est fort probablement beaucoup plus performant. Si on reste dans la composante de l'air de la surface frontale. Au niveau des équipements, les exemples les plus évidents, ce seraient les tubes amincis au niveau du cadre et au niveau du guidon. Mais généralement, l'équipement n'a pas beaucoup d'influence sur la réduction de l'air de surface frontale. On a juste à prendre des roues profilées. Généralement, l'air de surface frontale d'une roue à l'autre va être la même. C'est vraiment la profondeur qui va changer. C'est là que la deuxième composante du CDA rentre en compte, qui est le CD ou le coefficient d'aérodynamisme. Parce que deux formes n'ont pas nécessairement la même résistance aérodynamique, même si ont des dimensions similaires. Vous avez probablement déjà vu des représentations imagées qui montraient qu'une forme cylindrique était beaucoup moins performante pour l'écoulement de l'air qu'une forme plus comme une aile d'avion. C'est pour ça que les cadres aérodynamiques semblent beaucoup plus massifs quand on les regarde sur le côté, parce qu'ils vont avoir un profil qui va être beaucoup plus agressif pour favoriser l'écoulement de l'air. Aussi, la surface sur laquelle l'air circule va avoir une incidence sur le coefficient d'aérodynamisme. C'est pour ça, par exemple, qu'un casque qui est qualifié d'aérodynamique va avoir une surface qui va être beaucoup plus uniforme qu'un casque plus ventilé. Parce que même si on a la même dimension, un casque qui va être troué ou texturé va créer beaucoup plus de turbulences et réduire la qualité de l'écoulement de l'air. Mais si on reste sur le sujet de l'équipement, c'est quoi qui vaut la peine? C'est quoi le profil idéal d'une roue et est-ce que le poids supplémentaire d'une roue profilée va juste annuler les gains aérodynamiques? C'est quoi les équipements qui font la plus grosse différence? Et surtout, quels équipements vont me donner le meilleur rendement de watts sauvés par dollar investi? Ben ça, je vous garde cette analyse-là pour la semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires. Si vous avez besoin de positionnement ou aimeriez davantage de contenu geek, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook. On se voit la semaine prochaine.